Bonjour, je vous propose une vidéo sur le levier fiscal dans un LBO. Cette vidéo fait suite à la première vidéo consacrée au principe du LBO. Le levier fiscal repose, lui, sur le principe de l'intégration fiscale qui va être décrit. Commençons par rappeler que un LBO, c'est par exemple un investissement de 40 par un fonds de private equity pour prendre 100% du contrôle d'une société cible qui vaut 100. Alors on a un levier financier parce que cette opération, elle est rendue possible parce que les banques acceptent de prêter les 60 qui manquent au holding pour réunir au total les 100 de liquidités permettant de racheter la totalité des actions de la cible valorisée 100. À cela s'ajoute un levier juridique, c'est-à-dire qu'on aurait un maintien du contrôle de la cible par le fonds en cas de souscription par le fonds à hauteur de seulement 51% du capital du holding de reprise. Je veux dire qu'il est tout à fait envisageable que les actionnaires fondateurs de la société cible vendent la totalité de leurs actions à la société holding de reprise et réinvestissent une partie du cash reçu dans le capital du holding de reprise aux côtés du fonds d'investissement. Et puis à cela s'ajoute le levier fiscal qui va être décrit maintenant. Pour comprendre la logique du levier fiscal, il convient de comprendre pourquoi on doit recourir à l'intégration fiscale. Ce que je veux dire, c'est que le holding détient en principe 100% de la cible. 100%, c'est plus que 5%. Et 5%, c'est le seuil d'éligibilité au régime des sociétés mères et filiales qu'on appelle par abus de langage le régime mère-fille. Alors, il y a un certain nombre de conséquences. C'est en particulier la remontée des dividendes reçus de la cible en quasi-franchise d'impôt. Alors je dis en quasi-franchise d'impôt parce qu'il y a quand même un petit frottement fiscal. Ce que je veux dire, c'est que 5% du dividende reçu par le holding est taxé et réintégré dans la base imposable au titre de la quote-part de frais et charges. Raisonnons sur un exemple. On considère un dividende de 100. Ce dividende va être imposé au titre de la quote-part de frais et charges à hauteur de 5%, ce qui fait 5. 5% de 100 est égal à 5. Ça veut dire que l'IS au taux de 25% sera égal à 25% de 5, ce qui fait un 25. Ça signifie que le taux effectif d'imposition sur les dividendes dans le cadre du régime mère-fille, c'est 1,25 IS payé sur 100 dividendes reçus, ce qui fait un 25%. Alors à côté de cela, la société holding de reprise s'est endettée et paye des frais financiers qui constituent des charges fiscalement déductibles. Or, pour profiter de la déductibilité fiscale de ces frais financiers, il convient de disposer de produits imposables sur lesquels on peut imputer le déficit fiscal généré par les charges financières. Mais le problème, c'est que la société holding a pour seul produit les dividendes reçus de la cible qui sont quasiment exonérés d'impôts, exception faite bien sûr de la quote-part de frais et charges. Par conséquent, il y a un vrai risque pour le holding de perdre la réduction d'impôts induite par la déductibilité des frais financiers en l'absence de base taxable. Alors, la société cible, de son côté, est supposée bénéficiaire et donc paye de l'impôt. La société cible serait intéressée à récupérer le déficit fiscal généré au niveau du holding par les frais financiers. Seulement, il n'est pas possible, du moins en droit fiscal français, de transférer du déficit fiscal d'une société à une autre. Par conséquent, la seule façon de ne pas perdre l'économie d'impôt engendrée par la déductibilité fiscale des frais financiers, c'est de recourir à l'intégration fiscale que je vais décrire maintenant. Alors, le principe est le suivant. On consolide les bénéfices et les pertes des sociétés qui entrent dans ce qu'on appelle le périmètre d'intégration fiscale.
Alors, j'ai représenté sur la droite de la slide un périmètre d'intégration fiscale qui réunit deux sociétés, Grand M, maison mère, qui détient 100% d'une filiale Grand F. La condition nécessaire pour permettre à une société F d'entrer dans le périmètre d'intégration fiscale dont la maison mère est tête de groupe, c'est que le pourcentage de participation de M dans F doit être d'au moins 95%. Si on constitue un groupe fiscal, eh bien M et F doivent signer une convention d'intégration fiscale qui les amène à prendre 3 engagements. Premièrement, F va payer à M l'IS que F aurait payé au Trésor public en l'absence de convention d'intégration fiscale. Deuxièmement, M va calculer, en tant que société tête de groupe, un résultat fiscal d'ensemble, c'est-à-dire le résultat fiscal de M plus le résultat fiscal de F. Troisièmement, M est le seul redevable de l'IS vis-à-vis du Trésor public pour l'ensemble du groupe fiscal. Alors prenons un exemple. Imaginons que le RCAI de M, le résultat courant avant impôt, c'est-à-dire finalement l'assiette de l'impôt de M, soit de moins 80 et que le résultat courant avant impôt de F soit de 100. Le résultat fiscal d'ensemble est donc de 100 moins 80 égale 20. Dans ce cas, M et F ayant signé une convention d'intégration fiscale, F paye son IS à M au lieu de le payer au Trésor public. Ça veut dire que F paye à M 100, résultat courant avant impôt, fois 25%, ce qui fait 25. M reverse alors au Trésor public seulement 20 résultats fiscaux d'ensemble, fois 25%, ce qui fait 5. Par conséquent, le groupe fiscal réalise une économie d'impôt qui est égale aux 25 d'IS reçus par M en provenance de F, moins les 5 reversés par M au Trésor public, ce qui fait 20. Eh bien, cette économie d'impôt de 20 n'est pas autre chose que l'application du taux de droit commun de l'IS de 25% à la perte fiscale de M de 80. 25% de 80, ça fait bien 20. Reste à appliquer ce principe dans le cadre du LBO, ce que nous allons voir tout de suite. Alors, au lieu d'avoir une société M et une société F, on a le holding de reprise qui détient 100% de la cible. Et bien évidemment, il va y avoir une convention d'intégration fiscale signée entre ce holding et la cible. Alors, on va raisonner encore une fois sur un exemple. On va imaginer que la dette d'acquisition est de 1000 et que le coût de cette dette est de 4%. Ça signifie que les frais financiers fiscalement déductibles sont de 1000 fois 4%, ce qui fait 40. Le RCAI de la cible est supposé égal à 100. Par conséquent, l'IS dû par la cible est égal à 25% de 100, ce qui fait 25, et cet IS dû par la cible, au lieu de le payer au Trésor public, va être payé à l'actionnaire Grand H. Grand H, en tant que société tête de groupe, calcule un résultat du groupe fiscal ou un résultat fiscal d'ensemble qui est égal au RCAI de la cible 100, sur lequel on impute les frais financiers fiscalement déductibles au niveau de H au titre de la dette d'acquisition. Et donc 100 moins 40, ça nous fait un résultat du groupe fiscal de 60. Et dans ce cas, l'IS reversé par H au Trésor public sera égal à 60 fois 25%, ce qui fait 15. Par conséquent, le groupe réalise une économie d'impôt qui est égale à 10. En effet, je rappelle que H a reçu 25 d'impôts de la cible
en vert, et ne reverse que 15 au trésor public. Et 25 moins 15, ça fait 10. Et cette économie d'impôt de 10 n'est autre que l'application du taux de droit commun de l'IS de 25% aux frais financiers déductibles de 40 sur la dette d'acquisition. Et cette économie d'impôt, précisons-le, de 10, va être affectée au service de la dette d'acquisition, c'est-à-dire au remboursement du principal et au paiement des intérêts.